Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, on attaque un sujet clé quand on se lance dans la rénovation et qui commence même bien avant d'acheter parce qu'effectivement, qu'on se le dise, il y a quand même bien des choses à savoir avant de signer chez le notaire et c'est souvent là qu'on prend les moins bonnes décisions ou les meilleures décisions en fonction de comment les choses ont pu se passer. Parce qu'effectivement, avant d'acheter une maison ou un appartement, on regarde presque toujours les mêmes choses et c'est génial, c'est ce qui fait que les visites sont toujours exaltantes, c'est ce qui fait effectivement qu'on a envie de se projeter dans un projet de rénovation. C'est la lumière, c'est les volumes, c'est le potentiel de la maison, c'est l'emplacement, c'est effectivement toujours très excitant tout ça. On se projette très vite, on imagine les travaux, on visualise les meubles, on pense déjà à la vie qu'on va y construire et c'est parfaitement normal. Je le fais aussi, tout le monde le fait et heureusement, c'est ce qui permet de rêver en fait. Donc pour ça, je t'encourage évidemment à le faire. Mais ce qu'on regarde quand même très rarement, c'est aussi tous les éléments invisibles, ceux qui ne font pas rêver justement, ceux qui peuvent pourtant transformer un projet de vie comme un projet de rénovation en une énorme source de stress, voire en un projet catastrophique. Parce qu'un vice caché, contrairement à ce qu'on imagine, c'est souvent quelque chose de non spectaculaire. C'est pas une maison qui s'effondre, c'est pas un chantier catastrophique. En fait, c'est vraiment des problèmes silencieux. C'est des signaux faibles, c'est des détails qu'on ne sait pas lire quand on visite et qu'on n'est pas du métier. Et donc l'objectif de cet épisode, c'est bien évidemment de t'aider à faire exactement l'inverse du coup de cœur aveugle. Le coup de cœur, oui, tu le sais, je suis pour, mais éclairé. Donc, je vais t'expliquer ce qui est réellement un vice caché au sens juridique parce qu'on en parle souvent. On dit souvent, quand on a un souci, effectivement, c'est un vice caché et je vais aller demander justice auprès de mon notaire avec qui j'ai signé. Mais on ne sait pas réellement, en fait, ce qu'il en est. Pourquoi c'est extrêmement difficile de le faire reconnaître après la vente ? Et oui, ce n'est clairement pas partie gagnée. Et surtout, quels éléments regarder avant d'acheter ? C'est là où pour moi c'est le plus intéressant parce que tu verras qu'il y a très peu de situations où finalement c'est réellement un vice caché au sens juridique du terme. Mais ça, l'objectif c'est d'éviter de te retrouver dans cette situation avec ton projet de rénovation. Parce que le vrai enjeu, c'est pas d'acheter une maison parfaite. La maison parfaite n'existe pas. Il y a toujours des choses à faire, toujours des choses qu'on n'a pas imaginées, toujours des surprises, des imprévus. C'est la rénovation, c'est ce que je te dis ici tout le temps. Mais l'objectif, le vrai enjeu, c'est plutôt d'acheter une maison en pleine conscience de ses contraintes et de ses limites et de savoir comment tu vas faire en sorte de les contourner ou les améliorer. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est un vrai vice caché au sens juridique du terme ? On utilise donc beaucoup ce terme, mais juridiquement, c'est en fait une expression qui n'est pas du tout floue. C'est une expression encadrée par la loi, c'est une notion qu'on retrouve dans le code civil. Et c'est important de la comprendre parce qu'effectivement, beaucoup d'entre nous pensent « si je découvre un problème après l'achat, je pourrais me retourner contre le vendeur avec un vice caché ». Alors qu'en pratique, ce n'est pas du tout automatique. Parce que pour qu'un défaut soit reconnu comme un vice caché, il y a 3 conditions cumulatives et c'est bien
d'en parler quelques minutes pour que tu puisses effectivement en avoir conscience. Ces conditions, elles doivent être donc réunies. La première chose, c'est que le défaut doit être caché, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'il est non visible lors des visites ou non détectable par un acheteur normal, c'est-à-dire un acheteur sans compétences techniques particulières. Autrement dit, si le problème était visible, accessible ou simplement perceptible, alors il sera très difficile de qualifier le problème de vice caché puisqu'il n'était pas réellement caché. Concrètement, ça veut dire quoi ? Une fissure visible sur un mur n'est pas un vice caché, même si tu ne l'as pas vu au moment de la visite, même si tu n'en parles pas, ni avec l'agent immobilier, ni avec le propriétaire, ni avec le notaire, peu importe. Si tu découvres une fissure post-achat et qu'elle était visible, alors ce n'est pas d'un vice caché. Même si tu ne sais pas donc si elle est grave, le simple fait qu'elle soit visible suffit parfois, la plupart du temps, effectivement, à exclure la notion de vice caché. Et ça, on le découvre souvent beaucoup trop tard. Deuxième critère, le vice doit être antérieur à la vente. Ça semble logique, mais effectivement, c'est un critère important, la temporalité. Le défaut, il doit exister avant la signature de l'acte authentique, pas après la signature, pas après ton emménagement éventuellement, pas à cause des travaux. Bah oui, parce que si tu as déjà commencé à engager des travaux, on pourrait effectivement dire que le vice, il est dû au fait que tu aies fait des travaux, pas à cause d'un mauvais entretien ultérieur. Et c'est là que les choses, elles se compliquent vraiment. Parce qu'il faut être capable de prouver que ton problème, il était déjà présent avant l'achat. Et comment on prouve ? Ça, c'est compliqué si on n'a pas effectivement pris des photos avant. Ça suppose souvent des expertises techniques, des analyses, des expertises contradictoires aussi. Donc, plusieurs experts qui vont s'enchaîner et ces démarches prennent beaucoup de temps. Troisième critère, le vice, il doit être suffisamment grave. Oui, parce que justement, si c'est qu'une petite fissure sans gravité, clairement, c'est pas un critère qui démontre un vice caché. Le vice caché, c'est pas un chantier plus coûteux que ce que tu avais pu l'imaginer, parce que effectivement, tu découvres quelque chose qui n'avait pas été abordé avant. Donc ça, c'est de ta responsabilité en tant qu'acheteur. Ce n'est pas une rénovation plus lourde qu'imaginé, et c'est pas une mauvaise surprise financière, c'est pas un imprévu. Le défaut, le vice, il doit vraiment rendre le bien impropre à son usage, ça c'est ce que dit la loi, ou en diminuer fortement la valeur. Donc rendre impropre à son usage ou diminuer fortement la valeur, autrement dit, c'est-à-dire que le logement, le bien, ne peut plus remplir normalement sa fonction d'habitation. Il est rendu inhabitable à cause de ce vice caché. Donc, clairement, tu le vois bien, c'est pas un petit problème. C'est un gros problème structurel, un gros problème d'infiltration ou d'humidité, quelque chose qui fait que le bien est insalubre quelque part. D'autant plus que la loi dit effectivement que la charge de la preuve du vice caché, et c'est là que c'est un point fondamental, elle appartient à l'acheteur. Donc c'est à toi, en tant qu'acheteur, d'aller prouver ces 3 critères que je viens d'énoncer. C'est pas du tout au vendeur. Donc c'est à toi de démontrer que le vice, il existait avant la vente. C'est à toi de démontrer qu'il était caché, qu'il est grave et surtout que le vendeur en avait connaissance ou ne pouvait pas l'ignorer puisqu'effectivement, il t'a été caché. Dans la réalité, ça signifie aussi, on l'a dit, des expertises juridiques multiples, des frais d'avocat, des procédures longues qui durent parfois plusieurs années, avec une forte charge émotionnelle et surtout, aucune garantie d'obtenir gain de cause. Et donc ça veut dire que pendant tout ce temps-là, ton bien est inhabitable. Donc, t'imagines bien dans quelle situation on est, c'est pas, comme je l'ai déjà dit, le petit imprévu. Et donc enfin, il faut également prouver la mauvaise foi du vendeur. On entend souvent « le vendeur, il savait forcément ». Peut-être, mais juridiquement, c'est à toi de le prouver. La mauvaise foi suppose de démontrer que le vendeur connaissait le problème, l'a volontairement dissimulé. Par exemple, concrètement, si les murs ont été repeints juste avant la vente pour masquer une infiltration, dans ce cas, tu peux te dire peut-être qu'il savait. Probablement qu'il savait. Si, pour cacher une fissure structurelle, un meuble avait été fixé,
de la même façon, tu peux te dire, il y a un doute. Ou éventuellement, il y a eu un sinistre important et qu'il n'a pas été déclaré, ou au pire même qu'il a été déclaré mais que tu t'en rends compte beaucoup plus tard et que ça n'avait pas été porté à ta connaissance au moment de l'achat, pareil, là tu peux te dire forcément il savait. Mais c'est à toi de l'établir noir sur blanc et ça c'est extrêmement complexe. Donc il y a une chose à comprendre, essentielle. Une fois que l'acte de vente il est signé, en fait c'est le rapport de force qui s'inverse. Il change complètement. Avant de signer, tu peux négocier, tu peux poser des conditions, tu peux demander des devis pour savoir exactement quels travaux sont à réaliser et combien ça va te coûter pour régulariser ces problématiques. Tu peux aussi décider de renoncer à acheter. Alors qu'après, une fois que tu as signé, tu entres dans un cadre juridique long, coûteux et éprouvant. Et c'est bien pour ça que, effectivement, le vrai pouvoir de l'acheteur, c'est avant de signer, c'est avant d'acheter, pas après. C'est pour ça que cet épisode, il me semblait important et je remercie d'ailleurs l'auditrice qui m'a soufflé la thématique de cet épisode parce que j'avais encore jamais pensé à vous partager tout ça et c'est pourtant essentiel quand on se lance dans un projet de rénovation, mais c'est quelque chose qu'on doit faire avant de signer et moi souvent, c'est vrai que je vous parle de l'après. Bref, maintenant qu'on a parlé du vice caché au sens juridique du terme, qu'est-ce que c'est et comment il est difficile en réalité et comment il est extrêmement rare de s'engager dans une procédure de vice caché. On va donc s'attarder plus largement sur les éléments à regarder avant d'acheter pour justement éviter de se retrouver dans ce genre de situation, pour savoir exactement où tu mets les pieds, pour savoir si tu peux régulariser les problèmes et les porter à ta connaissance pour effectivement savoir exactement où tu mets les pieds pour avoir ce fameux coup de cœur éclairé dont je parlais en intro. Donc, qu'est-ce qu'on regarde en premier lieu ? La première chose, le grand classique, l'humidité. L'humidité, c'est le problème le plus fréquent dans les litiges immobiliers. Et pourtant, c'est celui qui est le plus banalisé. Effectivement, comme il est hyper courant, on a tendance à le minimiser finalement. Et je parle pas d'une salle de bain mal ventilée, je parle vraiment d'humidité structurelle. Comment est-ce qu'on vérifie s'il y a de l'humidité structurelle ? Donc, clairement, l'humidité structurelle, c'est celle qui est dans les murs, c'est celle qui fragilise la structure, c'est les remontées capillaires. Donc, ce que tu dois observer, c'est les odeurs d'humidité ou de renfermé dès que tu passes la porte d'entrée et qui persistent dans toute la maison. C'est quand tu touches les murs, ils sont froids à minima, mais ils peuvent être même poisseux, même tu le sens en fait, suintants. Clairement, là, il y a un petit souci. C'est si tu regardes de plus près, tu vois des enduits ou des peintures qui ont cloqué. C'est des plinthes qui sont gondolées. C'est les traces blanches de salpêtre. Alors ça, évidemment, le salpêtre, c'est un symptôme d'humidité structurelle immédiat. Donc le salpêtre, c'est quoi ? C'est quand l'humidité remonte dans tes murs, souvent donc avec des remontées capillaires, il y a des sels minéraux qui vont s'échapper de ton mur liés à l'humidité, liés à l'eau. Et ces sels minéraux vont former des cristaux à la surface de ton mur, des petits cristaux blancs. C'est assez symptomatique, tu les reconnais tout de suite. Et ces petits cristaux blancs, donc c'est le salpêtre. Le salpêtre, ce n'est qu'un symptôme, donc c'est pas grave. Si tu as du salpêtre, c'est rassure-toi, en soi, le salpêtre n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est l'humidité, c'est l'eau qu'il y a dans tes murs. Donc c'est ça qu'il faut résoudre comme problème. Et si tu résous la maladie, il y aura plus de symptômes, clairement. Il suffit de nettoyer tes murs et le salpêtre disparaît. Et effectivement, si les murs ont été repeints, mais uniquement au rez-de-chaussée, tu peux te poser quelques questions. C'est jamais anodin, effectivement, quand tu ressens de l'humidité dans un intérieur. Parfois, c'est pas grand-chose. Il y a juste effectivement une gouttière peut-être qui ne remplit plus sa fonction et qui du coup déverse un certain nombre de litres d'eau de pluie le long d'une façade et naturellement ça implique de l'humidité dans ton mur et une remontée capillaire par ce mur. Il suffit de réparer la gouttière et en principe le problème sera résolu. Parfois c'est beaucoup plus
complexe, effectivement, et il peut y avoir des problématiques parce que nos murs en pierre, nos murs ou même dans n'importe quel matériau de construction, selon l'emplacement, selon le terrain, selon bien des critères, ils peuvent retenir l'humidité si notamment si tu n'as pas eu un drain qui a été posé tout autour de la périphérie de cette maison. C'est des choses qu'on fait aujourd'hui automatiquement, mais qui, à l'époque, n'étaient pas réalisées. Donc, clairement, si tu as un drain à poser pour régulariser cette problématique, ce n'est pas un petit sujet, c'est un gros billet. Donc, tu vois, clairement, il faut regarder tout ça pour voir où tu mets les pieds et probablement, peut-être, faire des devis pour pouvoir dire à ton vendeur, oui, mais là, on a un vrai sujet, voilà combien ça va me coûter et on le prend en compte dans la négociation. Ensuite, évidemment, on va regarder la structure. Ce que personne ne regarde vraiment. Et pourtant, c'est ce qui coûte le plus cher. Si tu as un problème structurel, clairement, là, tu peux allonger les dizaines de milliers d'euros. Pendant la visite, donc, il faut vraiment observer les fissures au mur, les sols qui ne sont pas droits. C'est comme l'humidité, hein, parfois ça peut ne pas être grave, mais il faut vraiment regarder. Les portes qui ferment mal, les décalages des fois entre les murs et les plafonds, quand on voit des jours aussi qui se sont créés au-dessus des poutres. Toutes les fissures ne sont pas graves, comme je disais, mais certaines doivent vraiment t'alerter. Ce sont les fissures en escalier. Clairement, là, on a un petit sujet. Les fissures traversantes. Donc, si tu vois une fissure qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, c'est qu'elle elle traverse le mur, clairement. Les fissures larges. Si tu passes le doigt dans la fissure, il y a un sujet. Donc, voilà, les fissures, ça peut être problématique. C'est que ton mur n'est plus stable et d'autant plus si tu t'engages dans des travaux structurels, ça va encore davantage fragiliser. Donc là aussi, je t'invite à faire venir un ingénieur structure pour savoir exactement ce qu'il en est et le prendre en considération dans la négociation, voire envisager peut-être l'abandon du projet si c'est trop compliqué, si ça rentre pas dans ton budget. Les problèmes structurels ne disparaissent jamais comme par magie. Il faut engager des travaux. Donc, c'est vraiment quelque chose il faut pas prendre à la légère. Dans l'invisible aussi, on a les réseaux, évidemment. Travaux invisibles, problématiques invisibles mais décisives. C'est l'électricité, c'est la plomberie, c'est l'assainissement. Des sujets très peu sexy, évidemment, mais qui peuvent clairement aussi faire exploser un budget. Donc, pour l'électricité, souvent on a le diagnostic. Le diagnostic en réno, il est quand même très souvent mauvais. Donc, l'électricité, on est souvent averti. On va avoir des travaux de mise aux normes, de régularisation d'une électricité ancienne. Malgré tout, je t'invite quand même à regarder un peu l'électricité, à quel point elle est obsolète, à quel point le tableau est inexistant potentiellement, à quel point il n'y a pas de différentiel. Ça va te permettre quand même de te rendre compte de l'ampleur de la vétusté et donc des travaux, de l'ampleur de l'enveloppe travaux à envisager pour mettre aux normes l'électricité. Ce qu'on voit beaucoup moins, parce que c'est souvent non apparent, c'est la plomberie. La plomberie est-elle d'origine? Ça, c'est des questions à poser, tu vois. Est-ce que les réseaux sont d'origine? Est-ce qu'ils ont été remplacés? Est-ce qu'ils sont vieillissants? Est-ce qu'ils sont au cuivre? Et dans ce cas, t'as pas trop, normalement, de soucis à te faire. Est-ce qu'ils sont en acier? Et dans ce cas, l'acier vieillit et peut effectivement rouiller, contrairement au cuivre, beaucoup plus rapidement. Donc, tu peux avoir des problématiques de remplacement d'un réseau complet de tuyauterie si c'est en acier. Y a-t-il du plomb? Là, c'est à regarder aussi dans le diagnostic. Clairement, tu vois, sur la plomberie, on peut avoir des sujets. Et évidemment, l'assainissement, alors là, c'est pareil. On le sait, souvent, quand on achète, on aura, si on a des mises aux normes à faire ou pas, c'est des choses qui sont invisibles, mais on est averti parce que c'est la loi, c'est obligatoire. Normalement, les travaux sont à la charge du vendeur, mais ça peut faire l'objet d'une négociation au moment de la signature. Donc, sois bien au clair, quels sont les types de travaux à réaliser, qui les réalise et comment c'est pris en compte dans la négociation, dans le prix d'achat. C'est souvent toujours plusieurs milliers d'euros, ce genre de travaux. Et tout ça, ça ne se voit pas sur les photos, donc évidemment, et c'est pourtant à être pris en compte
totalement dans ton projet et dans la budgétisation principalement. Alors les zones qu'il faut toujours visiter justement pour se faire une idée et qu'on a tendance à zapper, il y a bien sûr 2 zones, surtout si l'accès est compliqué, l'agent immobilier aura tendance à probablement avoir envie d'éviter la visite. Ce sont les combles et le sous-sol ou mieux, le vide sanitaire. Alors c'est sûr, personne n'a envie de mettre le nez dans un vide sanitaire. C'est pourtant indispensable de pouvoir voir un peu comment c'est. Dans les combles, effectivement, on va regarder l'état de la charpente, c'est indispensable. Dans quel état est le bois? Est-ce qu'il est friable? Est-ce qu'il est noirci? Est-ce que tu vois des traces d'insectes xylophages? Est-ce qu'il y a des traces d'infiltration, éventuellement? Tout simplement, est-ce que c'est isolé ou pas? Est-ce que s'il y a une isolation de quand date-t-elle? Est-ce qu'elle est encore valable? Est-ce qu'elle est tassée? C'est des éléments indispensables à connaître. Dans le sous-sol, on va plutôt regarder les questions d'odeur, de traces d'humidité ou d'eau. Parfois, ça ruisselle carrément, donc ça se voit très facilement, mais parfois c'est moins visible. Ça pourra être juste des murs humides avec des traces de salpêtre, comme on l'a dit, ou des champignons, des traces de moisissure. Voilà, c'est symptomatique. Des auréoles. Ces espaces, ils racontent toujours la vérité sur une maison. Parce que, effectivement, c'est des espaces qui sont bruts et qui sont extrêmement difficiles à maquiller. Donc, je t'invite vraiment à prendre du temps et à regarder dans quel état sont les combles et les espaces de sous-sol. Ça te permet aussi d'envisager si tu comptes faire des modifications importantes, des modifications techniques de passage de réseau, de changement, effectivement d'évacuation, voilà, toutes ces choses-là. Ça te permet aussi de regarder un peu comment c'est faisable, comment c'est réalistement budgétable. Si tu as un vide sanitaire ou un sous-sol, ce sera toujours plus simple que si tu es sur dalle directe. C'est aussi bien de le savoir, évidemment, quand on est sur dalle et qu'on n'a pas de vide sanitaire, comment c'est isolé au sol, est-ce que ça l'est, est-ce que ça l'est pas, est-ce que tu es sur terre-plein? Enfin bon, voilà, toutes ces considérations. Alors, il y a un piège aussi sur lequel je veux t'alerter avant de te laisser, puisqu'on arrive un peu à la fin de cet épisode. C'est le piège du « ça a été réparé ». Je veux t'en parler parce que c'est clairement un piège que même moi, je suis tombée dedans. Et c'est la phrase la plus dangereuse d'une visite. Effectivement, il y a eu un problème, mais ça a été réparé. Je te parle de mon cas concret. Pour cette dernière maison, donc c'est quand même mon 3e projet de réno, je commence un peu à savoir. Puis bon, entre-temps, j'ai quand même rénové pour pas mal de clients. Donc pareil, j'en ai fait quelques projets. Puis j'ai aussi fait beaucoup de visites avant de trouver les maisons à acheter. Donc des visites, en règle générale, j'en ai fait énormément. Et pourtant, je suis passée à côté de cette chose. Effectivement, quand je visite cette maison, au dernier étage, à l'étage, quand on entrait dans les toilettes de cet étage, clairement, on voyait bien qu'il y avait eu un problème d'infiltration. L'odeur, les traces d'humidité, le papier peint gondolé, tout y était. C'était impossible de passer à côté. Donc, clairement pas un vice caché. On m'a dit, il y a eu des infiltrations, mais ça a été réparé. Ok. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu tendance à faire confiance. Parce que, si, en fait, je sais pourquoi. Parce que on a visité cette maison plusieurs fois, à plusieurs mois d'intervalle, parce qu'on a pris le temps de se positionner sur cette maison. C'était pas forcément la première maison, mais j'en ai déjà parlé dans la rencontre avec cette maison et comment on a décidé de l'acheter. Mais il y a eu plusieurs fois, il y a eu plusieurs mois. Effectivement, quand je la visite au mois de janvier, ça sent énormément l'humidité. Et là, on voit qu'il y a un problème. Quand on revient la 2e fois au mois d'août, tout a séché. Donc, je me dis, effectivement, ça a été réparé. C'est vrai. Et en réalité, on ne saura jamais si ça a été vraiment réparé. Mais clairement, ça pleuvait encore dans la maison une fois qu'on l'a acheté. Donc, l'infiltration était toujours là. Et ça, c'est clairement des problématiques compliquées. Parce que quand on en a parlé après la vente, on n'était clairement plus, comme je le disais, c'était plus à notre avantage. J'aurais dû demander la transmission de la facture avant d'avoir acheté. Donc, quand on est face à ce type de situation, ça a été réparé. Toujours demander tout de suite quand, par qui, qu'est-ce qui a été fait exactement.
et demandez la facture pour voir. Parce que quand on vous dit « ça a été réparé », ça ne veut rien dire. Quand on nous dit « la maison a été rénovée », est-ce que tu vois, par exemple avec des problématiques de fissures ou d'affaissement, est-ce que c'est juste un petit coup d'enduit, un petit coup de peinture, un petit coup de rénovation de sol, ou est-ce que c'est une vraie rénovation structurelle complète? Ça, il y a que si tu vois la facture que tu peux savoir exactement ce qui a été fait, comment ça a été fait, est-ce que ça a été bien fait, est-ce qu'il en manque? Enfin, voilà, savoir exactement ce que tu achètes, faut demander la facture. Et ce n'est vraiment pas la même histoire, effectivement, si ça a été réellement réparé ou si ça n'a pas été fait. Ce n'est pas le même budget et c'est bien quand même, tu le vois bien dans ma situation, de le savoir avant de signer. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cet épisode. Tu as maintenant tous les outils pour aborder une visite immobilière autrement, avec plus de lucidité, plus de clés de lecture et surtout plus de sérénité, je l'espère. Parce que, je te l'ai dit, la maison parfaite, ça n'existe pas, mais la maison que tu achètes en pleine conscience, c'est celle que je veux que tu aies aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu et surtout qu'il t'aidera à te sentir plus confiante au moment de tes visites, au moment de faire une offre d'achat et de poser les bonnes questions, d'éviter ces erreurs qui peuvent être réellement coûteuses et qui peuvent changer un projet. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi cet épisode aura pu t'aider. Je serai toujours ravie d'échanger avec toi. Partage cet épisode autour de toi sur Insta. Laisse un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aide toujours énormément à faire connaître le podcast et à continuer à te proposer du contenu toujours plus utile, toujours plus concret. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt sur les clés de la réno. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.